Il y a une conversation que j'aurais dû avoir avec mes patients bien plus tôt. Une conversation que la plupart des médecins évitent parce qu'elle va à contre-courant de tout ce qu'on nous a appris à prescrire, à recommander, à cocher dans nos protocoles. Mais après 22 ans à exercer, après avoir accompagné des milliers de patients à travers le système de santé, j'ai compris quelque chose qui m'a profondément changé comme praticien. Je m'appelle Martin Dubois et ce que je vais vous dire aujourd'hui, certains de mes confrères n'apprécieront pas de l'entendre. Pas parce que c'est faux, précisément parce que c'est vrai. Nous vivons dans une culture médicale obsédée par la détection. Détecter tôt, tout surveiller, ne rien laisser passer. Et cette logique, en apparence généreuse, en apparence protectrice, cache une réalité que personne ne mentionne dans les brochures de santé publique. Il est possible de faire du mal aux gens en les soignant trop, en les testant trop, en les surveillant trop. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un phénomène que j'observe chaque semaine dans ma pratique. Un phénomène qui transforme des personnes en bonne santé en patients chroniques anxieux, qui remplace des années de vie sereine par des mois de couloir d'hôpital, et qui commence, presque toujours, par un seul examen qu'on croyait anodin. Je vais vous présenter 4 examens médicaux qui, passé un certain âge, posent beaucoup plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Ce n'est pas un appel à fuir la médecine, c'est une invitation à mieux comprendre ce dans quoi vous entrez avant de dire oui. Avant d'aller plus loin, je dois vous expliquer un mécanisme fondamental, quelque chose qu'on n'enseigne pas aux patients, quelque chose que même beaucoup de médecins refusent d'admettre. J'appelle ça la spirale diagnostique. Voilà comment elle fonctionne. Vous vous sentez bien, vraiment bien. Vous avez votre énergie, votre appétit, vos habitudes. Vous ne souffrez de rien. Mais vous décidez, ou quelqu'un vous convainc, de passer un examen de contrôle. Juste pour vérifier, juste pour être tranquille. Le résultat revient. Et dans ce résultat, il y a une mention, une anomalie, peut-être une petite ombre, peut-être un chiffre légèrement décalé, peut-être quelque chose que le radiologue décrit avec des mots techniques qui sonnent graves. Et là, le système s'enclenche. Le médecin qui vous reçoit a vu quelque chose. Il ne peut pas l'ignorer. Pas parce qu'il est négligent, mais précisément parce qu'il est consciencieux. Parce que si dans 6 mois, cette chose devient un problème et qu'il n'a rien fait, il sera en faute. Alors il vous envoie chez un spécialiste. Le spécialiste commande une imagerie plus précise. Cette imagerie montre la même chose, toujours ambiguë. Alors on parle de biopsie ou d'une intervention exploratoire. Et chaque étape porte ses propres risques. Chaque étape génère son propre cortège d'inquiétudes. Et souvent, au bout de tout ce parcours, après des semaines d'attente, de nuits d'angoisse, de consultations multiples, on découvre que cette anomalie était bénigne. Qu'elle était là depuis 10 ans. Qu'elle aurait pu rester là 20 ans de plus sans jamais vous déranger. Vous êtes ressorti du système moins bien que vous y êtes entré. Pas à cause d'une maladie, à cause d'un examen. C'est la spirale diagnostique. Et elle commence presque toujours par un test qu'on n'avait peut-être pas besoin de faire. Maintenant, parlons de ces 4 examens, ceux que je vois semaine après semaine déclencher cette spirale. Le premier est celui dont on parle le plus en ce moment, celui qui a le marketing le plus séduisant. Je parle des bilans d'imagerie globale, ces offres de cliniques privées qui proposent de vous scanner de la tête aux pieds en une seule session. IRM corps entier, scanner complet, check-up d'organes exhaustif. Le message est simple et terriblement efficace. Venez tout vérifier avant qu'il ne soit trop tard. Ça joue sur quelque chose de profond en nous, l'envie de contrôle. Le besoin de certitude, la peur de passer à côté de quelque chose d'important. Je comprends ce besoin, vraiment. Mais laissez-moi vous décrire ce qui se passe concrètement. Prenons l'exemple de Monsieur Fontaine, 68 ans, retraité actif. Il marche tous les jours, jardine, dort bien, mange correctement. Il n'a aucun symptôme particulier, mais sa fille, qui lit beaucoup sur la santé, lui offre pour son anniversaire ce fameux bilan d'imagerie complet. Cadeau de prévention, dit-elle. Monsieur Fontaine passe son scanner. Le radiologue, dans son rapport, mentionne 3 choses. Un micronodule pulmonaire de 4 mm, un kyste simple sur le rein gauche, une légère densification du foie. Et dans le même rapport, en caractère bien plus petit, il précise « Aspect vraisemblablement bénin, surveillance recommandée à 6 mois ». Monsieur Fontaine rentre chez lui avec ce rapport. Comment pensez-vous qu'il a dormi cette nuit-là ? Il est entré dans cette clinique en homme en bonne santé. Il en est ressorti avec 3 zones de son corps à surveiller. 3 choses qui ont un nom. 3 choses qui sont maintenant réelles dans son esprit, alors qu'elles n'étaient que des variantes anatomiques absolument normales pour un corps de 68 ans. 6 mois plus tard, nouveau scanner. Le nodule pulmonaire est stable, mais la radiologie recommande quand même un avis pneumologique.
Le pneumologue, par précaution professionnelle, envisage une bronchoscopie. Une bronchoscopie, c'est introduire un tube dans les voies respiratoires. Ce n'est pas anodin. Et quand on arrive au bout de cette procédure, on confirme ce que le corps de M. Fontaine savait depuis le début. Rien à signaler. Tissu normal. Mais entre-temps, M. Fontaine a vécu 6 mois dans l'angoisse. Il a arrêté de jardiner, par précaution. Il a évité les efforts physiques, par précaution. Il a passé des nuits à chercher des informations sur les nodules pulmonaires, trouvant le pire et le moins pire en alternance. Les études scientifiques sur ce sujet sont claires et sans ambiguïté. Quand on soumet des personnes de plus de 60 ans en bonne santé à ce type d'imagerie globale, on trouve une anomalie chez plus de 9 personnes sur 10. Pas parce qu'elles sont malades, parce qu'un corps qui a traversé 6 décennies de vie porte des traces, des cicatrices internes, des petites variations anatomiques, des formations bénignes qui coexistent paisiblement avec leur hôte depuis des années. Ces trouvailles ont même un nom médical. On les appelle des incidentalomes, des choses trouvées par accident. Et la grande majorité d'entre elles ne demandent absolument rien d'autre qu'à être ignorées. Mais une fois qu'elles sont trouvées, les ignorer devient médicalement et psychologiquement impossible. Une étude menée sur plusieurs années a comparé 2 groupes de personnes en bonne santé. Le premier groupe avait bénéficié de ces bilans d'imagerie globale. Le second groupe, non. Résultat, aucune différence significative de mortalité entre les 2 groupes. Aucun avantage en termes de survie. Mais dans le groupe des scanners, on observait significativement plus d'anxiété, plus de dépression, plus de procédures médicales et plus de complications liées à ces procédures. Le scanner ne les a pas rendus plus sains, il les a rendus plus inquiets et plus exposés. Alors que faire à la place ? Je vous propose de vous concentrer sur ce que j'appelle les marqueurs fonctionnels. Ce sont les vrais indicateurs de votre santé. Pas des images de vos organes, mais la façon dont votre corps fonctionne dans la vraie vie. Est-ce que vous pouvez monter 2 étages sans vous arrêter pour souffler ? Est-ce que vous vous levez d'une chaise sans vous aider des accoudoirs ? Est-ce que vous êtes capable de tenir sur un pied pendant 10 secondes les yeux fermés ? Est-ce que vous dormez correctement ? Est-ce que votre appétit est stable ? Est-ce que vous gardez de l'énergie pour ce que vous aimez faire ? Ces questions-là, simples, quotidiennes, vous en disent infiniment plus sur votre état de santé réel qu'une image en coupe de votre foi. Si vous voulez un bilan qui a du sens, trouvez un médecin qui prend le temps de s'asseoir avec vous, qui passe en revue vos médicaments, parce que je peux vous garantir qu'au-delà d'un certain nombre, l'un d'eux vous fait probablement plus de mal que de bien, qui vous parle de votre alimentation, de votre activité physique, de la qualité de vos relations sociales. Parce que ce sont ces éléments-là, les éléments du quotidien, qui déterminent réellement votre trajectoire de santé sur le long terme. L'imagerie globale cherche des problèmes potentiels dans un corps qui fonctionne bien. L'évaluation fonctionnelle optimise ce qui fonctionne déjà. Ce n'est pas la même chose. Et à partir d'un certain âge, cette distinction est cruciale. Passons maintenant au deuxième examen. Celui-là me tient particulièrement à cœur parce qu'il touche à la peur la plus viscérale qui accompagne le vieillissement. La peur de perdre sa tête, de ne plus se reconnaître, de devenir un fardeau pour ceux qu'on aime. Je parle de l'IRM cérébrale prescrite pour des troubles de mémoire bénins. Voici le scénario que je vois se répéter. Madame Arsenault a 69 ans. Elle est vive, curieuse, elle lit, elle cuisine, elle s'occupe de ses petits-enfants plusieurs jours par semaine. Mais depuis quelques mois, elle oublie parfois les prénoms de ses voisins. Elle entre dans sa cuisine et reste une seconde sans savoir pourquoi elle y est venue. Elle cherche ses mots à l'occasion, en plein milieu d'une phrase. Sa fille, qui a récemment regardé un documentaire sur la maladie d'Alzheimer, s'inquiète. Elle demande à sa mère de consulter, juste pour vérifier. Le médecin de famille, face à une patiente et une famille inquiète, prescrit une IRM cérébrale. Quelques jours plus tard, Madame Arsenault est en consultation avec le rapport en main. Et dans ce rapport, il y a des termes. Légère atrophie corticale, hypersignaux de la substance blanche, modification vasculaire modérée liée à l'âge. Ces mots semblent sortis d'un diagnostic grave. Ils sonnent comme une confirmation de ce que la famille craignait. Atrophie, hypersignaux, modification vasculaire. Mais voici ce que ce rapport ne dit pas clairement. Ces résultats sont absolument normaux pour un cerveau de 69 ans.
Ils décrivent à quoi ressemble le cerveau de quasiment tout le monde à cet âge. C'est l'équivalent d'une photo de votre peau à 70 ans qui mentionnerait présence de rides, de taches de pigmentation et de relâchement tissulaire. Oui, et alors, c'est ce qu'est une peau à 70 ans. Des études de neuroimagerie menées sur des populations de personnes âgées en bonne santé cognitive montrent que plus de 90% d'entre elles présentent des anomalies visibles à l'IRM. Plus de 90%. Et pourtant, leur mémoire fonctionne parfaitement. Ces images ne correspondent pas à la réalité clinique de ces patients. J'ai suivi des patients dont l'IRM était franchement inquiétante sur le papier et qui, à 77 ans, jouaient aux échecs, géraient leurs finances, lisaient 2 livres par mois. Et inversement, j'ai vu des patients présentant des signes précoces de démence avec une IRM quasi normale. L'image ne dit pas ce qu'on croit qu'elle dit. Le vrai problème, c'est ce qui arrive après. Madame Arsenault repart avec ce rapport. Elle sait maintenant qu'il y a des modifications dans son cerveau. Le mot atrophie tourne dans sa tête. Elle commence à surveiller chacun de ses oublis avec une anxiété nouvelle. Chaque fois qu'elle cherche un mot, elle pense « ça y est, ça commence ». Elle en parle à sa fille. Sa fille s'inquiète davantage. On parle d'un neurologue. Le neurologue commande d'autres examens. Et cette femme, qui, il y a quelques mois, vivait pleinement sa vie, commence à se définir comme quelqu'un qui a quelque chose dans le cerveau. L'anxiété elle-même détériore la mémoire. C'est documenté, c'est connu, c'est tragique. L'examen censé la rassurer a créé exactement le problème qu'il était censé exclure. Alors que faire quand on s'inquiète pour sa mémoire ? Il existe des outils bien plus pertinents et bien moins dangereux. Des tests cognitifs simples qu'on peut réaliser en cabinet en moins de 15 minutes. On vous demande de retenir une série de mots, de dessiner une horloge en plaçant les aiguilles à une heure donnée, de nommer des objets courants, de réaliser quelques opérations mentales simples. Ces tests mesurent réellement le fonctionnement de votre cerveau. Pas son apparence, son fonctionnement. Et si ces tests révèlent un écart significatif par rapport à la norme, on cherche alors des causes réversibles. Parce que la très grande majorité des troubles de mémoire chez les personnes âgées ont une cause qu'on peut traiter. Un médicament qui brouille les idées, et certains médicaments très courants ont cet effet. Une carence en vitamine B12, extrêmement fréquente après 60 ans, est facilement corrigée. Une dépression qui chez les personnes âgées se manifeste souvent, non pas par de la tristesse, mais par des troubles de concentration et de mémoire. Un syndrome d'apnée du sommeil qui coupe l'oxygène au cerveau plusieurs dizaines de fois par nuit. Un dérèglement thyroïdien. Traiter l'une de ces causes peut restaurer une mémoire normale en quelques semaines, sans IRM, sans neurologue, sans anxiété générée par un rapport d'imagerie. Maintenant, soyons précis. Si quelqu'un se détériore progressivement, s'il se perd dans des lieux familiers, s'il ne reconnaît plus ses proches, s'il ne peut plus gérer les actes basiques du quotidien, c'est une situation différente qui nécessite un bilan complet, incluant l'imagerie. Je ne dis pas de fermer les yeux sur des signaux sérieux. Je dis de ne pas confondre le vieillissement normal du cerveau avec une pathologie. Et de ne pas créer une maladie là où il y a simplement l'âge qui fait son travail. L'épreuve d'effort cardiaque systématique. Le troisième examen. Celui-là est particulièrement frustrant parce qu'il semble reposer sur une logique implacable. Il s'agit de l'épreuve d'effort cardiaque, ce test sur tapis roulant ou vélo d'appartement médical qu'on prescrit parfois de façon quasi automatique à partir d'un certain âge. Voici le contexte classique. Monsieur Bérard a 74 ans. Il doit se faire opérer d'une cataracte. Intervention de routine, 30 minutes sous anesthésie locale. Mais le protocole de l'établissement exige un bilan cardiologique préopératoire systématique pour toute personne de plus de 70 ans. Alors, on programme une épreuve d'effort. Posons-nous une seconde. Monsieur Bérard marche tous les matins pendant 45 minutes. Il monte ses escaliers sans problème. Il bricole le week-end. Il n'a jamais ressenti de douleur dans la poitrine. Jamais de souffle court inhabituel. Jamais de palpitations. Son corps lui dit chaque jour qu'il fonctionne bien. Qu'est-ce que le tapis roulant va lui apprendre de plus? Mais le protocole est le protocole. Monsieur Bérard monte sur le tapis roulant. Et voilà où le problème commence. Les épreuves d'effort ont un taux de faux positifs élevé, particulièrement chez les personnes âgées. Le cœur d'un homme de 74 ans ne répond pas comme celui d'un homme de 40 ans. Certains médicaments modifient la réponse cardiaque à l'effort. La capacité maximale diminue naturellement avec l'âge. Et ces variations normales peuvent faire ressembler un résultat parfaitement acceptable à quelque chose d'inquiétant.
Le résultat de M. Bérard revient avec une anomalie. Le cardiologue, prudent, recommande un cathétérisme cardiaque, c'est-à-dire l'introduction d'un cathéter dans une artère fémorale jusqu'au cœur pour visualiser les coronaires. Une procédure invasive, une procédure qui comporte des risques d'hématome, de saignement, de réaction aux produits de contraste et dans de rares cas, mais réels, de complications cardiaques. Au bout de ce cathétérisme, on trouve exactement ce à quoi on aurait dû s'attendre chez un homme de 74 ans. Un peu de dépôt artériel, un léger rétrécissement dans une petite branche, rien qui nécessite un stent, rien qui était sur le point de provoquer une crise cardiaque. Mais maintenant, M. Bérard est officiellement un patient cardiaque. Il repart avec 2 nouveaux médicaments et dans sa tête, il y a désormais une prudence nouvelle, teintée de peur. Il ne bricolait plus le week-end après ça. Trop risqué, lui semblait-il. Il a réduit sa marche matinale. Il vérifiait son pouls plusieurs fois par jour. La procédure censée le protéger lui avait volé sa liberté et sa confiance en son propre corps. Ce que j'enseigne à mes patients, c'est que le corps parle. Écoutez-le. Si vous pouvez marcher à bonne allure pendant 30 minutes, si vous pouvez monter 2 étages sans vous arrêter en cherchant votre souffle, si vous pouvez faire vos activités habituelles sans douleur thoracique ni malaise, votre cœur vous dit qu'il fait son travail. Ce sont ces signaux-là qui comptent. En revanche, si vous ressentez une gêne dans la poitrine à l'effort, si votre souffle devient anormalement court pour une activité que vous faisiez facilement avant, si vous avez des vertiges à l'effort, si vous sentez votre cœur battre irrégulièrement, là oui, consultez. Là, un bilan cardiologique a tout son sens. Mais si vous n'avez aucun de ces symptômes et qu'on vous propose un test d'effort parce que vous avez dépassé un certain âge, posez des questions. Demandez ce qu'on espère trouver. Demandez ce qui se passera si le test montre quelque chose. Demandez si votre capacité physique quotidienne ne constitue pas déjà la meilleure réponse à la question qu'on vous pose. Il existe un outil bien plus adapté pour évaluer votre risque cardiovasculaire réel. C'est le score calcique coronarien. Un scanner rapide, 5 à 10 minutes, sans effort physique, sans aiguille, avec une très faible dose de rayonnement. Il mesure la quantité de calcium accumulée dans vos artères coronaires. Le résultat est un chiffre. 0 signifie que vos artères sont propres et que votre risque d'infarctus à court terme est très faible. Un score élevé vous indique qu'il faut agir sur votre mode de vie et éventuellement votre traitement. C'est de l'information pure, de l'information qui guide des décisions sans vous embarquer automatiquement dans une cascade d'interventions. Votre vie quotidienne est votre meilleur test cardiaque. Faites confiance à ce qu'elle vous dit. La coloscopie de routine passée 75 ans. Et voilà le 4e examen. Je sais que ce que je vais dire va soulever des sourcils, parce que la coloscopie jouit d'une excellente réputation médicale, souvent méritée. Alors laissez-moi être très précis dès le début. Je suis pour les coloscopies. Profondément. Pour les bonnes personnes, au bon moment, c'est un outil médical remarquable. Il permet de visualiser directement le côlon, de retirer des polypes avant qu'ils ne deviennent cancéreux. C'est de la vraie prévention. De la prévention qui sauve des vies. Je recommande une première coloscopie à 45 ou 50 ans. Je la recommande à 60 ans, à 65 ans pour les personnes qui n'ont pas de facteurs de risque particuliers et dont les précédents examens étaient normaux. Si vous n'en avez jamais fait avant 65 ans, faites-en une, c'est important. Mais voici ce dont on ne parle pas assez. Chaque examen médical est un équilibre. D'un côté, les bénéfices, de l'autre, les risques. Et cet équilibre n'est pas fixe. Il évolue avec l'âge. La coloscopie de dépistage cherche à prévenir un cancer qui, s'il se développe, mettra 5 à 10 ans à causer des problèmes cliniques significatifs. Pensez-y, si vous avez 78 ans, les bénéfices de cette prévention s'inscrivent dans un horizon temporel qui doit être mis en regard de votre espérance de vie réaliste et de votre qualité de vie présente. Et les risques augmentent avec l'âge de façon mesurable. La préparation d'abord. Ce liquide de nettoyage intestinal qu'il faut absorber la veille, en grande quantité, représente pour une personne âgée un risque réel de déshydratation sévère. Les personnes âgées ont un mécanisme de soif moins efficace, une régulation rénale moins performante. Une déshydratation qui serait bénigne chez un adulte de 40 ans peut nécessiter une hospitalisation chez une personne de 79 ans. La sédation ensuite. Chez les personnes âgées, les produits anesthésiques restent plus longtemps dans l'organisme. Ils peuvent provoquer de la confusion, parfois prolongée. Des épisodes de désorientation post-sédation qui perturbent leur retour à domicile
et, dans certains cas, laisse des traces cognitives temporaires. Et puis le risque le plus grave, la perforation. La paroi du côlon s'affine avec les années, sa résistance diminue, et le risque que l'endoscope provoque accidentellement une petite déchirure dans cette paroi augmente de façon significative après 75 ans. Ce risque, selon les études, est 2 à 3 fois plus élevé qu'à 50 ans. Une perforation colique, c'est une urgence chirurgicale absolue. Ça signifie une opération en urgence. Ça peut signifier une colostomie temporaire ou permanente. Pour une personne de 77 ans, cette opération peut représenter un point de basculement vers la perte d'autonomie. Pesez maintenant ce risque face aux bénéfices. Vous cherchez à prévenir un cancer qui mettrait des années à se développer chez une personne dont l'horizon de vie est peut-être de 10 ans. La balance peut très bien pencher du mauvais côté. C'est pour cette raison que la plupart des sociétés savantes de gastro-entérologie recommandent maintenant d'arrêter le dépistage de routine entre 75 et 85 ans. Ce n'est pas un abandon, c'est une adaptation au profil de risque réel de chaque patient. Bien sûr, il y a des exceptions. Si vous avez un historique personnel de polypes à haut risque, si votre famille compte plusieurs cas de cancer colorectal, si vous souffrez d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, le calcul est différent et la coloscopie reste pertinente plus tardivement. Mais pour la majorité des personnes âgées sans facteur de risque particulier, continuer à programmer des coloscopies de routine tous les 5 ou 10 ans bien au-delà de 75 ans est une décision qui mérite d'être questionnée. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la place? On ne fait pas l'autruche, on change d'approche. On surveille les symptômes avec attention. Et cette surveillance, elle, n'a pas d'âge. Si vous observez un changement persistant de vos habitudes intestinales, si vous voyez du sang dans vos selles, si vous avez des douleurs abdominales inexpliquées, une perte de poids sans raison évidente, une fatigue anormale associée à une anémie, ce sont des signaux d'alarme qui nécessitent une consultation immédiate et possiblement une coloscopie diagnostique, peu importe votre âge. Parce que là, on ne fait plus de la prévention abstraite, on cherche ce qui se passe dans un corps qui envoie des signaux. Et on mise sur l'alimentation. Je ne dis pas ça comme un conseil en passant. La relation entre alimentation et santé colorectale est l'une des mieux documentées de toute la littérature médicale. Les fibres alimentaires, celles qu'on trouve dans les légumes secs, les légumes feuilles, les fruits entiers, les céréales complètes, nourrissent les bactéries bénéfiques du microbiote intestinal. Ces bactéries produisent des acides gras à chaîne courte qui protègent la muqueuse colique contre l'inflammation et contre la transformation cancéreuse des cellules. Une alimentation riche en fibres, c'est de la prévention active, de la prévention sans risque, de la prévention qui bénéficie à l'ensemble de votre corps, pas seulement à votre côlon. Ajoutez à cela la réduction de la viande transformée, la modération de l'alcool, une activité physique régulière et vous avez un programme de protection colorectale qui n'a rien à envier à une coloscopie de routine pour une personne de 78 ans en bonne santé. Ce que ces 4 examens ont en commun. Récapitulons. Le bilan d'imagerie globale qui transforme des corps normaux en carte de problèmes potentiels, l'IRM cérébral pour des oublis bénins qui créent une maladie imaginaire dans l'esprit d'une personne qui allait bien. L'épreuve d'effort systématique qui déclenche une cascade d'interventions invasives chez des gens dont le corps fonctionnait parfaitement. La coloscopie de routine au-delà de 75 ans où le risque de la procédure dépasse le bénéfice attendu. Vous voyez le fil conducteur? Dans chacun de ces cas, on entre dans le système médical en bonne santé et on en ressort moins bien. Pas à cause d'une maladie, à cause d'une procédure, à cause d'un résultat ambigu, à cause de la spirale diagnostique qui s'enclenche dès qu'on trouve quelque chose, même quelque chose d'insignifiant. Et quelque part dans cette spirale, on perd de vue la question la plus fondamentale. Est-ce que cette personne vit mieux? Parce que c'est ça la médecine dans son sens profond. Pas des résultats d'examen parfaits, pas des images rassurantes, pas des chiffres dans des intervalles normaux. La vraie santé, c'est fonctionner. C'est faire ce qu'on veut faire. C'est marcher, jardiner, rire avec ses enfants, lire, voyager, cuisiner, se lever le matin avec envie. En 22 ans de pratique, j'ai appris une chose que les facultés de médecine n'enseignent pas clairement. À partir de 65 ou 70 ans, l'objectif de la médecine ne peut plus être simplement d'allonger la vie. Il doit être de préserver la qualité de cette vie, l'indépendance, la dignité, la joie. Et parfois,
La meilleure façon de protéger tout ça, c'est de refuser d'entrer dans un tunnel médical dont on n'avait pas besoin d'emprunter l'entrée. Je ne vous dis pas de fuir vos médecins, je ne vous dis pas d'ignorer vos symptômes, je ne vous dis pas que la médecine est l'ennemi. Je vous dis d'être un partenaire actif dans vos décisions de santé. Et pour être un partenaire actif, il faut savoir poser des questions. Quand un médecin vous recommande un examen, demandez-lui « Pourquoi cet examen maintenant ? Qu'est-ce qu'on cherche précisément ? Qu'est-ce qu'on fera si on trouve quelque chose ? Quels sont les risques de cet examen lui-même ? Est-ce qu'il existe une alternative moins invasive pour obtenir la même information ? Ces questions ne sont pas une marque de défiance. Ce sont les questions d'un adulte responsable qui prend soin de lui-même intelligemment. Un bon médecin vous répondra avec plaisir. Et si un médecin se braque quand vous posez ces questions, c'est probablement le signe qu'il vaut mieux en consulter un autre. Vous êtes le premier gardien de votre santé, pas le protocole hospitalier, pas le rappel informatique de votre dossier médical, pas la recommandation générale qui a été écrite pour la moyenne de la population et non pour vous spécifiquement. Vous. Et plus vous comprenez ce à quoi vous dites oui quand vous entrez dans une procédure médicale, meilleures seront vos décisions. Pour vous, pour votre vie telle que vous voulez la vivre. Si cette conversation vous a apporté quelque chose, si elle a changé votre regard sur la façon dont vous abordez les examens médicaux, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Un parent, un ami, quelqu'un qui traverse peut-être en ce moment une de ces spirales diagnostiques dont on a parlé. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez continuer à avoir ce genre de conversation honnête, sans langue de bois, sur la santé et la médecine. Dans les commentaires, dites-moi, avez-vous déjà vécu une situation où un examen médical a créé plus de problèmes qu'il n'en a résolu? Je lis tout. Et ces témoignages m'aident à préparer les prochaines vidéos, celles qui répondent à ce que vous vivez vraiment. Prenez soin de vous, pas trop peu, juste ce qu'il faut. Docteur Martin Dubois, chaîne Santé et Médecine éclairée.